Le soir de Noël. Mon fils unique m'a téléphoné pour m'annoncer que je n'étais pas invité à la fête. Cette année. C'est seulement la famille de Sophie. A-t-il dit d'une voix glaciale. Comme si exclure son propre père était la chose la plus naturelle du monde. J'ai raccroché. Le cœur broyé. Et dans le silence de mon appartement parisien, j'ai pris la décision qui allait changer nos vies à jamais. Je vais lui faire payer cette trahison jusqu'au dernier centime. Je m'appelle Jean-Louis Moreau. À 62 ans. J'ai bâti de mes mains un empire immobilier qui vaut aujourd'hui plusieurs centaines de millions d'euros. J'ai commencé comme simple maçon dans les banlieues lyonnaises. Les mains dans le ciment. Les rêves plein la tête. Ma femme, Elise, est morte il y a 20 ans dans un accident de voiture que je n'ai jamais vraiment digéré. Depuis, il n'y avait plus que Antoine. Mon fils. Mon unique raison de me lever chaque matin. Je lui ai tout donné, les meilleures écoles. Polytechnique. Un poste de direction dans mon groupe. Un appartement haussmannien offert pour son mariage. Et voilà comment il me remercie. Sophie, sa femme, vient d'une de ces vieilles familles normandes qui se croient supérieures parce qu'elle possède des haras et des châteaux depuis Louis XIV. Depuis qu'Antoine l'a épousée, il y a 5 ans, j'ai senti le vent tourner. Les appels moins fréquents. Les dîners annulés au dernier moment. Les remarques acides de Sophie sur les nouveaux riches. Je faisais semblant de ne rien voir. Par amour pour mon fils. Mais ce Noël-là, la mesure a été dépassée. Le lendemain matin, le 25 décembre, alors que Paris se réveillait sous une fine couche de neige, j'ai appelé mon notaire. Maître Bertrand, trouvez-moi la plus belle villa disponible sur la Côte d'Azur. Budget illimité. Je veux signer avant la fin de l'année. Il a essayé de poser des questions, mais je l'ai coupé net. 2 jours plus tard, il me rappelait, une propriété exceptionnelle à Saint-Jean-Cap-Ferrat. 7 200 000 euros. Vue imprenable sur la mer. Piscine à débordement. 8 chambres. Parc privé. Parfait. Ai-je répondu. J'ai viré la compte le jour même. Antoine a rappelé 1 semaine plus tard. Comme si de rien n'était. Papa. Tu vas bien? On s'est dit qu'on pourrait se voir pour le nouvel an. Sa voix était mielleuse. Presque coupable. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire dans le vide. Non. Mon fils. J'ai d'autres projets. Il a insisté. Surpris par mon ton. Sophie a pris le téléphone. Jean-Louis. Ne soyez pas rancunier. C'était juste pour que les enfants passent Noël avec les grands-parents maternels. Vous comprenez, je l'ai laissé parler. Puis j'ai lâché, je comprends parfaitement. Joyeuse fête. Et j'ai raccroché. Ce que Antoine ignore encore, c'est que j'ai déjà modifié mon testament. L'ancien léguait tout à lui, le groupe, les appartements, les comptes offshore. Le nouveau, une fondation pour la recherche contre le cancer, en mémoire d'Élise, et quelques legs à des employés fidèles. Antoine n'héritera plus d'1 centime. Mais ça, ce n'est que le début. Janvier arriva avec un froid mordant. J'ai pris le TGV pour Nice. Seul. Sans prévenir personne. La villa était encore plus magnifique que sur les photos, blanche. Immaculée. Accrochée à la falaise comme un joyau. Le gardien m'a accueilli. Les clés à la main. J'ai marché sur la terrasse. Le Mistral dans les cheveux. Et j'ai regardé la mer infinie. Pour la première fois depuis la mort d'Élise. Je me sentais vivant. J'ai commencé à meubler la maison avec goût, meubles anciens chinés à Île-sur-la-Sorgue. Tableaux de petits maîtres provençaux. Une cave remplie des meilleurs crus. J'ai engagé une gouvernante. Maria. Une niçoise discrète et efficace. Et puis j'ai invité des amis. Les vrais. Ceux qui étaient là quand je n'avais rien. Des dîners grandioses. Des soirées qui duraient jusqu'à l'aube. La villa est devenue le lieu où Paris descendait l'hiver. Antoine a commencé à s'inquiéter. Il m'appelait plus souvent. Papa. On entend dire que tu as acheté une maison énorme, c'est vrai? Je répondais vaguement, oui. Un petit pied-à-terre. Sophie. Elle. Postait sur Instagram des photos de leurs vacances au ski à Courchevel. Avec les enfants. Comme pour me narguer. Irregardez. Impassable. Et je souriais. Un soir de février, j'ai reçu un appel de mon ancien directeur financier. Marc. Jean-Louis. Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Antoine est venu me voir il y a quelques mois. Il voulait consulter les comptes du groupe en secret. Mon sang s'est glacé. Marc a continué, il cherchait des failles. Des paradis fiscaux. Je pense qu'il prépare quelque chose avec sa belle famille. Les Duval ont des dettes énormes sur leur château. C'était donc ça. Pas seulement de l'ingratitude.
Une trahison calculée. Sophie et ses parents avaient besoin d'argent pour sauver leur patrimoine. Antoine était leur pion. Ils comptaient sur mon héritage pour renflouer leur caisse. Et pour s'assurer que tout leur revienne sans partage. Ils m'isolaient peu à peu. Me faisaient passer pour un vieux grincheux que l'on peut écarter. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis sorti sur la terrasse. Une bouteille de Château d'Yquem à la main. Et j'ai regardé les lumières de Monaco au loin. La colère était là. Sourde. Brûlante. Mais il y avait aussi autre chose, une douleur ancienne. Enfawe. Parce que moi aussi, j'avais un secret. Un secret que j'avais porté seul pendant 25 ans pour protéger Antoine. C'était en 1998. Antoine avait 17 ans. Un soir d'été, il avait pris ma Porsche sans permission pour impressionner une fille. Sur la route de Lyon, il avait percuté une voiture. La conductrice, une jeune femme de 28 ans, était morte sur le coup. Antoine était ivre. Panique. Il m'avait appelé depuis un téléphone public. J'étais arrivé sur place avant la police. J'avais déplacé le corps au volant de ma voiture de fonction. Effacé les traces. J'avais pris la faute sur moi. Les journaux avaient titré « Accident tragique pour l'entrepreneur Jean-Louis Moreau ». J'avais payé les avocats. Les indemnités. Accepté la condamnation avec sursis. Antoine avait juré de ne jamais en parler. Élise, qui savait tout, n'avait jamais pardonné à son fils. Elle était morte 2 ans plus tard. Le cœur brisé, disaient les médecins. Moi, je savais que c'était aussi de chagrin. Depuis, j'avais tout donné à Antoine pour compenser cette dette invisible. Mais il avait oublié. Ou pire, il avait choisi de regarder ailleurs. J'ai décidé qu'il était temps qu'il affronte son passé. J'ai appelé un vieux journaliste d'investigation. René, à qui je devais une faveur. Trouve-moi tout sur les Duval. Leurs dettes. Leurs magouilles. Et prépare un dossier sur l'accident de 1998. René a compris sans poser de questions. Mars arriva. J'ai invité Antoine et Sophie à la villa pour Pâques. Venez voir la maison. Amenez les enfants. Ils ont accepté. Trop contents de découvrir mon nouveau jouet. Quand ils sont arrivés, la villa brillait sous le soleil printanier. Les petits-enfants couraient dans le parc. Sophie s'extasiait. C'est magnifique. Jean-Louis. Vous avez tellement de goût. Antoine. Lui. Regardait les lieux avec une avidité à peine dissimulée. Le soir. Après le dîner. J'ai servi le café sur la terrasse. Les enfants dormaient. J'ai posé une enveloppe Kraft sur la table. Ouvre. Antoine. Il a froncé les sourcils. A décacheté. À l'intérieur, les photos de l'accident. Le rapport de police original. Les articles de presse. Son visage est devenu livide. Papa comment. Tu croyais que j'avais oublié? Que j'allais te laisser me voler ce que j'ai bâti sur mes sacrifices et sur les tiens cachés? Sophia blâmé. De quoi parle-t-il? Antoine a tout avoué à Sophie cette nuit-là. Je les entendais crier depuis ma chambre. Le lendemain matin, ils sont partis précipitamment, prétextant une urgence avec les enfants. Mais je savais que le poison était injecté. René a publié son premier article 2 semaines plus tard dans un hebdomadaire national, Les Duval au bord de la faillite, le château normand hypothéqué jusqu'au toit. Suivi d'un autre, le gendre providentiel. Antoine Moreau. Prépare-t-il un coup financier avec son beau-père? Les banques ont commencé à resserrer les taux. Les Duval paniquaient. Antoine m'a appelé. Historique. Papa. Arrête ça. Tu vas nous détruire. Je lui ai répondu calmement. Tu m'as détruit le jour où tu m'as exclu de Noël. Considère cela comme un retour à l'équilibre. J'ai vendu 20% de mes parts dans le groupe à un fonds américain, diluant la valeur future de l'héritage qu'il espérait. J'ai transféré le reste sur des trusts irrévocables. Maître Bertrand m'a confirmé, même en cas de procès, Antoine n'obtiendrait rien. Sophie a tenté une dernière manœuvre. Elle m'a écrit une lettre manuscrite. Larmoyante, Jean-Louis. Pour les enfants. Faites la paix. Nous vous aimons. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée. L'été est arrivé. La villa était pleine d'amis. De rires. De musique. J'organisais des fêtes somptueuses. Les journaux People parlaient du nouveau roi de Cap-Ferrat. Antoine. Lui. Sombrait. Il a perdu son poste. Le conseil d'administration n'aimait pas les scandales. Les Duval ont vendu leur château à un oligarque russe. En septembre. Antoine est venu seul. Il avait maigri. Les yeux rougis. Il s'est assis sur la terrasse où tout avait basculé.
Papa. Je suis désolé. Je me suis laissé manipuler. Sophie, elle me disait que tu étais toxique. Que tu nous empêcherais de vivre notre vie. J'étais faible. J'ai écouté sans l'interrompre. Il a continué, j'ai besoin d'aide. Nous allons perdre l'appartement. Les enfants souffrent. Pour la première fois, j'ai vu l'enfant que j'avais protégé à tout prix. Mais j'ai aussi vu l'homme qui m'avait trahi. Tu sais ce que ça fait d'être exclu de la famille qu'on a tout sacrifié pour construire? Ai-je demandé. Il a baissé la tête. Oui. Maintenant. Je sais. J'ai hésité. Une partie de moi voulait tendre la main. L'autre voulait achever la vengeance. J'ai choisi une troisième voie. Je vais t'aider. Mais à mes conditions. Tu quittes Sophie. Tu reviens travailler avec moi. À un poste modeste. Tu signes un papier reconnaissant l'accident de 1998 et tu t'engages à ne jamais en parler publiquement. Et tu passes tous les Noëls ici. Avec moi. Il a pleuré. Il a accepté. Sophie a divorcé dans la rage. Emportant la moitié de ce qui lui restait. Les Duval l'ont renié. Antoine s'est installé dans une petite maison que je lui ai louée près de la villa. 2 ans plus tard. Noël revient. La villa est décorée de guirlandes blanches. Le sapin immense trône dans le salon. Antoine est là. Avec les enfants. Il m'aide à préparer la bûche. Nous ne parlons jamais de Sophie ni des Duval. Le secret de 1998 reste enfoui. Protégé par le Nouveau Testament qui, cette fois, lui laisse une part raisonnable, mais seulement s'il reste. Certains diraient que j'ai été trop dur. Que détruire une famille pour une exclusion à Noël était disproportionné. D'autres diraient que la trahison méritait cette leçon cruelle. Moi, je regarde la mer depuis la terrasse. Un verre de champagne à la main. Les enfants rient dans le salon. Antoine me rejoint. Pose une main sur mon épaule. Joyeux Noël. Papa. Yesuris. Est-ce une fin heureuse, ou simplement une paix armée? Bâtie sur les ruines d'une vengeance trop parfaite? Je ne sais pas. Mais pour la première fois depuis 25 ans, je ne porte plus le poids seul. La vengeance a un prix. Parfois, c'est la solitude. Parfois, c'est la réconciliation forcée. Et parfois, c'est les deux à la fois. Fin.